Nicolas, plus connu sous le nom de Running Addict, a récemment battu son record sur marathon, passant de 2h37, qui était déjà un beau chrono, à 2h33. Comment a-t-il fait? À quoi ressemble en détail l'entraînement de quelqu'un qui court en 2h33 sur marathon? Qu'a-t-il mis en place pour continuer de progresser alors qu'il court depuis maintenant plus de 20 ans? Pour répondre à ces questions, j'ai mené l'enquête pour vous. C'est faux, comme c'est moi qui l'ai entraîné sur cette prépa, il y a eu zéro enquête du tout, je vais juste prendre mon PC, regarder sa prépa et on va analyser tout ça ensemble du point de vue du coach. Mais avant ça, connaissez-vous Campus? Campus, c'est la plateforme d'entraînement en course à pied que j'ai justement cofondée avec Running Addict. Bon, vous savez déjà que c'est la meilleure solution pour obtenir un plan vraiment personnalisé à son profil et à son objectif. Pas besoin de vous le rappeler. En revanche, ce que vous ne savez pas, c'est que l'application mobile vient de sortir. Alors que vous utilisiez déjà Campus ou pas encore, c'est pas grave, allez télécharger l'application directement, soit dans votre store, soit par le lien disponible en description de la vidéo. Et sinon, si vous voulez tester le premium sur Campus pendant un mois, le petit code IronHuman et vous aurez tout ce que ça inclut, les articles, les replays des webinaires, de la communauté, etc. etc. Bon, commençons l'analyse par le plus simple, la durée et le volume de sa préparation. Si on reprend ces deux préparations marathon précédentes. La première, c'est sa préparation pour Boston. Elle a duré 27 semaines. Sur ces 27 semaines, on a 5h23 d'entraînement en moyenne hebdomadaire pour 68,9 km avec au total 3 semaines au-dessus des 100 km. Si on ne regarde pas toute la préparation, mais qu'on regarde seulement les 15 dernières semaines, ça nous fait en moyenne 5h57 hebdomadaire pour 78,1 km. Deuxième préparation qu'on va regarder, Berlin, 22 semaines, toujours des préparations très longues, c'est bien. Cette fois-ci, on est à 6h06 de volume moyen hebdomadaire, 79,7 km de moyenne pour, au final, 5 semaines au-dessus des 100 km. Encore une fois, normalisons en regardant seulement les 15 dernières semaines, ça fait 6h52 de moyenne pour 91,8 km. L'un des buts de la préparation pour Valence était simple, c'était de continuer cette augmentation progressive du volume moyen hebdomadaire. Donc, pour Valence, cette fois-ci, on a eu seulement 20 semaines de préparation parce que, pour ceux qui ont suivi un petit peu les histoires, il est tombé sur le marathon du Mont Blanc, il s'est fait mal, il s'est arrêté 3 semaines. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas eu. Et à la suite, il a fallu aussi intégrer une période de reprise qui nous a fait perdre encore plus de temps. Quand on s'arrête 3 semaines, on ne peut pas reprendre comme si de rien n'était. Bref, sur ces 20 semaines, 6h43 de moyenne hebdomadaire, 89,5 km de moyenne, avec au total 8 semaines au-dessus de 100 km. Encore une fois, normalisons en regardant seulement les 15 dernières semaines, ça fait 7h35 de moyenne, 102 km hebdomadaires, avec, si ça vous intéresse, 8 séances dans sa semaine, réparties en 6 jours, avec un jour de repos complet hebdomadaire. Alors, le jour de repos est vraiment pas obligatoire, mais quand on ne fait que courir, qu'il n'y a pas un autre sport comme par exemple en triathlon, je trouve que c'est bête de s'en priver quand on peut le faire. Et puis, ça permet en plus en bonus d'avoir un petit créneau en rab au cas où on ait un imprévu et qu'on doit déplacer des séances. Donc, en bref, objectif réussi. En volume moyen, on est au-dessus. En volume pic, on est plus haut. Et plus subtilement, au lieu de juste faire le pic le plus haut possible comme un bourrin, on a une belle densité en fin de préparation au niveau du volume, certes, mais aussi une belle densité au niveau des sorties longues. On a commencé à faire des sorties longues vraiment longues un peu plus tôt pour pouvoir justement répéter plus souvent des sorties longues au-dessus des 2 heures. La sortie longue, la plus longue de sa préparation, est en fait quasiment de la même durée. Sur ses autres préparations, il avait fait 2h30, là on a fait 2h40. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que d'un côté, pour Berlin, on a 5 sorties longues au-dessus des 2 heures, alors que pour Valence, on en a 9, quasiment 2 fois plus. C'est ça que j'entends par densité des sorties longues. Pour moi, c'est infiniment plus intéressant de faire ça que de chercher absolument la sortie longue la plus longue possible. Surtout dans ce cas précis où en fait, cette densité, ça faisait partie d'une stratégie plus globale où c'était la partie spécifique de la stratégie qu'on avait choisie pour lutter contre le facteur limitant qu'il ressentait dans ses préparations précédentes. Il sentait une limite musculaire après 2 heures, et l'idée c'est de dire, si t'as mal après 2 heures, indépendant de la vitesse à laquelle tu cours, on l'a bien vu sur le marathon de Paris, où il a couru très très lentement, il a quand même eu mal après 2 heures, on va t'exposer régulièrement à des durées au-dessus de 2 heures. C'est ce qu'on appelle l'exposition spécifique. Je reviendrai sur la notion de stratégie spécifique et stratégie non spécifique un petit peu plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut retenir, parce que je disais que c'était dans ce cas précis, parce que cette stratégie, elle est possible grâce à un élément clé qui ne s'applique pas à tout le monde, c'est que Nico
commence à courir beaucoup. Une sortie de 35 km pour Nico, en fin de plan, ça représente 25% de son volume hebdomadaire. Donc quand on a ce genre de volume, c'est plus facile de faire des sorties longues, vraiment longues, plus tôt dans la prépa. C'est l'avantage de courir beaucoup, on a plus de possibilités. Si vous courez 3 fois par semaine, utilisez cette stratégie, ça risque simplement de vous blesser, en fait, d'après moi. Parce que courir plus de 2 heures, ça va représenter sûrement largement plus que 50% de votre volume hebdomadaire. Et il va falloir passer par là pour préparer un marathon, mais si vous répétez ça dans le temps sur le moyen et long terme, de mon point de vue, hormis augmenter vos risques de blessure, vous n'allez pas en tirer autant profit que quelqu'un comme Nico par exemple, ou n'importe qui court beaucoup. N'oubliez pas cet élément important qui est que le volume hebdomadaire augmente votre capacité de récupération à moyen et long terme. C'est hyper important de ne pas l'oublier. Il faut des sorties longues pour un marathon, ça coule de source, il n'y a pas débat. Mais il y a un équilibre à trouver entre les risques de répéter beaucoup d'efforts longs et les bénéfices à le faire. Et ça dépend du profil de chacun, pas que de son volume d'ailleurs. C'est pour ça que vouloir faire comme les pros ou même faire comme Nico, en tant qu'amateur, parce que vous l'avez vu sur Strava, sans avoir le pourquoi du comment c'est fait, c'est souvent une idée de merde. Ensuite, je répète souvent que le volume est corrélé statistiquement à la performance, mais qu'il ne suffit pas de courir beaucoup pour courir vite. Cette prépa, c'est un très bon exemple. Pourquoi s'être contenté de 135 km en pic sur cette préparation? Pourquoi ne pas avoir fait plus? Ce qui dicte à quel point vous pouvez courir, c'est ce que vous avez fait avant, votre tendance à vous blesser, et vos ressources à disposition, temporelles, énergétiques, mentales. Si on regarde ce qu'il a fait avant, préparation de Berlin, 91,8 km sur les 15 dernières semaines, là on est à 102 km, on a juste rajouté 10 km en un an. Si on regarde seulement ce facteur, oui, on aurait pu facilement atteindre 115, 120 sans que ça soit trop déconnant. Mais déjà, il y a eu cette chute en trail. Faut la prendre en compte, il a fallu inclure une reprise, donc si on avait voulu faire un pic un peu plus haut, il aurait fallu être encore plus agressif sur la reprise. Ensuite, si on regarde la tendance de Nicolas à se blesser, Nico, il tient la route, le problème, mais on va dire que c'est pas la voiture la plus solide du parking. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi, ils font n'importe quoi à l'entraînement, ils se blessent jamais. Nico, il fait pas partie de ces personnes. Le dos, la voûte plantaire, il fait un gros boulot actif dessus, mais je sais que si on est un peu trop agressif, si on est un peu trop gourmand, ça peut vite le titiller. Donc, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Et enfin, si on regarde les ressources à disposition pour lui. Et c'est là peut-être qu'a été le plus gros frein. On a un athlète qui dit « je veux m'investir 100% dans ma préparation ». Bon, ça c'est ce qu'il dit au tout début, mais dans les faits, ça reste un athlète qui, pendant sa préparation, déménage d'un continent à un autre, qui dit « je vais un petit peu lever le pied au boulot, comme ça me laissait plus d'énergie disponible pour ma préparation » et qui lève rien du tout. En général, ça c'est quelque chose en tant que coach qui est très difficilement perceptible, mais là, pas de chance, on bosse ensemble. Bref, et toutes ces choses-là, en réalité, ça a un impact mesurable sur les entraînements. J'arrête pas de dire le stress c'est du stress, les gens se foutent de ma gueule, mais je suis désolé, mais c'est vrai. On n'est pas des pros et donc on a des problématiques que les pros ne connaîtront jamais. Et c'est là où nous, en tant qu'amateurs, il faut être capable de réévaluer les choses en cours de route. Avec Nico, on aurait pu dire « allez, let's go, 150 km par semaine, let's go !» Mais dans les faits, il ne suffit pas de vouloir courir beaucoup pour pouvoir courir beaucoup. Et si on l'avait fait, au lieu de courir plus vite, théoriquement, en réalité, il aurait peut-être juste explosé en vol. Ou pire, il se serait blessé. Passons maintenant aux intensités. Commençons par passer simplement en revue les différentes périodes. On a commencé avec 6 semaines de reprise progressive. Toujours la même histoire, de la fréquence, puis du volume, puis de l'intensité. Vous le voyez aussi, pendant cette reprise, on a mis en place du fartlek. Intérêt pour moi du fartlek très rapidement en 3 points. Autogestion de l'athlète, s'adapte à la forme du moment et pas de pression du résultat. Donc parfait pour une reprise. Pareil pour les blocs actifs, sur les premières semaines, on a calibré ça avec les BPM pour être moins frustrant. Parce que oui, ce n'est pas qu'une question de physiologie, quand on est un athlète, qu'on s'est blessé, qu'on revient et qu'on n'a plus exactement le même niveau qu'avant, parfois c'est frustrant, donc il faut aider à faire passer la pilule. En tant qu'entraîneur, c'est aussi notre rôle parfois de cacher un petit peu la poussière sous le tapis. Ensuite, après cette reprise, 4 semaines avec du seuil 30 et du sweet spot. Sweet spot, on est sur 95% de seuil 60, à peu près l'allure semi-marathon pour grossir les traits. Ensuite, petite semaine de récup, facile. On se félicite d'avoir bien bossé. Encore une fois, très bref, sur les semaines de récup, la science ne prouve pas particulièrement d'avantage à en faire. En revanche, mon expérience sur le terrain avec des amateurs me montre tout le contraire. Après, si on regarde vraiment ce cas précis, comprenons-nous, quand je dis facile,
C'est quand même quelqu'un qui court 96 km sur ses semaines de récup, avec un petit fartlek et 2 sorties actives. C'est pas les vacances non plus, mais ça reste quand même bien plus facile que toutes ces semaines précédentes. Ensuite, 3 autres semaines où on a continué le cycle de sweet spot et on a transitionné du seuil 30 vers le seuil 60 pour rallonger les intervalles. Là, c'était pendant son déménagement, disons que c'était pas son mois le plus fameux, on y reviendra. Encore une fois, une petite semaine facile pour pas qu'il implose, et dernier mois sur les mêmes qualités. Bon, une fois qu'on a ces grandes lignes, qu'a-t-on à dire quand on rentre un peu plus dans les détails? D'abord, on va regarder juste méthodologiquement comment a été programmé le cycle de sweet spot et le cycle de seuil 30, parce que c'est un bon exemple pour comparer deux méthodes de planification d'un cycle. D'un côté, on a le sweet spot. On pourrait dire que c'est une planification progressive dans la longueur. C'est en réalité ce que je planifie dans 95% des cas. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre un exemple. La première séance, c'est un 4 ou un 5x5, facile. Et la dernière, ça va être par exemple un 3 ou un 4x15, beaucoup moins facile. Et de l'autre côté, justement, on a la planification du seuil 30 qui était assez court en vrai et qui a été une progression progressive en densité. Ça veut rien dire, je suis en train d'inventer des termes, excusez-moi. Je vais donner un exemple. Première séance, 15 x 400, deuxième séance, 10 x 600, troisième séance, 6 x 1000. La distance totale au seuil 30 reste la même, mais la difficulté de la séance, elle, en revanche, elle augmente. Si je devais donner les avantages de l'un et l'autre, progressif en longueur, ça permet de commencer à travailler la qualité assez tôt, parce que les premières séances sont faciles, et ça permet aussi de faire des cycles longs qui s'assimilent très très bien. Mais le point négatif, c'est que ça prend du temps. Si on n'a qu'un mois devant nous, admettons, en fait, comme les premières séances sont faciles parce que c'est ce qui va permettre de lancer le cycle, en réalité, à la fin de ce premier mois, on n'a pas un très haut niveau de condition physique. Encore une fois, ça s'assimile beaucoup mieux sur le long terme, ce qui fait que sur le temps long, on finit bien meilleur, mais sur le temps court, Alors que sur la deuxième méthode de planification, là c'est génial, on voit très vite les gains, mais alors, si on veut faire bien les choses, déjà, ça nécessite un travail préalable à haute intensité pour ne pas faire le 0 à 100. Et si on n'utilise que ça, de manière empirique, je vous le partage, je trouve que les athlètes calent très très vite. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais si vous utilisez que cette manière de planification, vous allez stagner hyper rapidement. Et de ce que j'ai pu voir, les gens qui utilisent ça le plus, c'est souvent des gens qui s'entraînent beaucoup, puis s'entraînent plus, puis s'entraînent beaucoup, puis sont blessés, puis s'entraînent à fond. C'est pas trop ma vision de l'entraînement. Après, c'est normal parce que aussi je travaille avec des gens qui ont peu de compétition sur l'année. Ça joue. Point aussi intéressant qui est intéressant à aller creuser, c'est le management de la fatigue chez l'athlète. Il y a des prépas où tout s'enchaîne comme prévu, c'est génial, et il y a les autres. Là, on est plutôt dans les autres. Et je vais vous partager 3 outils que j'ai utilisés pour justement manager la fatigue chez Nico, que vous pouvez aussi réutiliser. Après, évidemment, s'assurer que votre athlète dort bien et votre athlète mange bien. Ça, c'est vraiment la base de la base. Le premier outil, c'est laisser la possibilité à l'athlète de faire des séances en progressif, au lieu de tout faire à la même vitesse. Sur certains moments clés, quand ça commence à aller un petit peu à l'entraînement à reculons, ça commence à avoir un petit peu peur parce qu'ils se sentent un petit peu fatigués, c'est un bon moyen de donner confiance à l'athlète en lui laissant le temps de rentrer dans sa séance et en diminuant le niveau d'attente. Ce qu'on perd, entre guillemets, a priori, en termes de progression, en réalité, on le récupère très largement de l'autre côté, simplement en évitant d'envoyer son athlète dans le mur. Parce que aller à reculons à l'entraînement sur les séances difficiles, ou ne pas avoir confiance en soi, ou avoir peur du lendemain parce que, oh là là, c'est parfois bien sur le court terme, mais il ne faut pas que ça dure. Après, dans les faits, très souvent, l'athlète, il fait le premier intervalle un petit peu conservateur, puis il se sent bien, et puis en fait, il fait juste la séance comme prévu. Mais mentalement, ça change beaucoup. Deuxième outil que j'ai utilisé, c'est la gestion du format de séance. Encore une fois, on va utiliser un exemple que j'ai utilisé dans cette préparation. Notre petit Nico, il rate une séance de 3x15 au sweet spot. Bon, alors déjà en tant que coach, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que l'athlète a raté cette séance parce qu'elle était trop dure, elle était mal planifiée, ou est-ce que c'est son environnement qui a influencé l'issue de cet entraînement? Bon, je vous donne en mille, 3 semaines avant, il réussit un 3x11 avec à peine un RPE 7, premier indice, et puis on voit aussi au niveau des courbes cardio que c'est pas une question d'intensité. Le cardio est plutôt bas, ce qui est pas bon signe en fait en réalité quand on regarde de plus près. On pourrait penser que plus le cardio est bas, mieux c'est, sauf quand ils sont fatigués les athlètes. Et le dernier indice, pas des moindres, il déménage le lendemain de cette séance. Bon oui, faut pas être un génie pour imaginer que le bonhomme il est fatigué. Donc une fois qu'on a écarté tout ça, la semaine suivante, on est à semaine -7 de l'objectif. Je pourrais
lui remettre un 3x15. Et ça se trouve, ça se passerait très bien. Mais si tu fais ça, tu prends le risque que ton athlète, il rate encore la séance. Et là, ton athlète, alors déjà, tu l'épuises, et puis en plus de ça, tu détruis son mental, tu détruis sa confiance en lui. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que à S-7, je peux pas non plus lui mettre une séance facile. S-7, c'est maintenant que ça se joue. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour baisser le RPE de la séance, je lui ai mis un 9x5 au lieu d'un 3x15. Le temps de maintien est le même, mais la séance est plus facile. On pourrait dire que les bénéfices seront un brin inférieurs, parce qu'il va un peu moins s'adapter, mais je suis sûr qu'il va la passer sa séance. Et pour moi, c'est ça le plus important. Troisième et dernier outil que j'ai utilisé, qui est en fait le plus logique, c'est juste de ne pas faire l'intensité, mais de faire la durée de la séance. Je vous ai dit que pendant la reprise, on avait suivi le protocole augmenter la fréquence, puis le volume, puis l'intensité. Eh bien, si on veut baisser la charge d'entraînement, on fait l'inverse. On enlève d'abord l'intensité. Encore une fois, je le souligne parce que c'est hyper important, on s'adresse ici à des athlètes amateurs. Si un athlète n'arrive pas à faire ses séances, ce n'est très souvent pas du tout à cause d'une fatigue physique. Si l'entraînement est bien structuré, évidemment. Vous bossez dans un bureau, vous êtes assis toute la journée, vous passez une sale journée au taf, le soir, vous ratez votre fractionné. Est-ce que vous étiez fatigué physiquement? Ça vous a pas empêché d'échouer. Bon, vis-à-vis de ça, est-ce qu'on rate une séance, est-ce qu'on rate pas une séance? Il y a des athlètes qu'il faut pousser. Il y a des athlètes, les mecs ils sont confortables et il faut les sortir un petit peu de leur zone de confort. Mais là, c'est pas le cas. Il y a ceux qui ne veulent pas se battre, et là on peut les pousser, et il y a ceux qui ne peuvent pas se battre. Et là, les pousser, c'est dramatique. Et justement, le rôle de l'entraîneur, c'est de savoir à peu près à qui on a affaire, et en fonction, adapter son approche. Vis-à-vis de cet outil, on pourrait aussi choisir de juste faire la séance moins rapidement. Je suis pas hyper fan. Quitte à pas faire la séance, autant vraiment en profiter pour récupérer nerveusement. Bon, après là, ça c'est un parti pris. Allez, on avance dans l'analyse de la préparation. Ensuite, il y a l'utilisation du cycle Sweet Spot en lui-même, vraiment. Ça, on va dire que c'est une petite nouveauté dans le sens où c'est un cycle que j'utilise beaucoup en triathlon, mais que j'utilise, c'est vrai, beaucoup moins en course à pied. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous qui sont sur campus n'ont sûrement jamais fait un cycle de Sweet Spot. Ils ont très certainement fait des petites séances à droite à gauche, mais jamais un cycle vraiment dédié à ça. Bref, là, c'était pas du tout pour ça que je l'ai fait, c'est parce que ça fitait bien dans la stratégie que je voulais essayer. Tout à l'heure, je vous ai parlé du facteur limitant musculaire que Nicolas rencontrait au-dessus de 2 heures. Et pour le cibler, il y avait donc la partie spécifique qui consistait à faire le plus possible de sorties longues au-dessus de 2 heures. Et il y avait cette partie non spécifique qui permettait de travailler sur la même chose et qui était de réaliser cette séance de Sweet Spot quelques heures après une séance de renforcement. Le Sweet Spot, c'est à la fois assez intense pour générer un stress important sans courir 2 heures, et à la fois c'est assez peu intense pour pouvoir faire des intervalles longs et pour pouvoir être confronté à ce fameux facteur limitant. Donc ça évidemment c'est en théorie, c'est aussi ça le petit plaisir du coach, aller chercher des petites solutions, tester des nouvelles choses. Désolé, vous êtes nos cobayes, et puis sinon on s'ennuie. On aurait pu aussi envisager autre chose pour travailler non spécifiquement ce facteur limitant. On aurait pu faire du travail en côte, ce qui est d'ailleurs le plus régulièrement fait. Mais Nico, alors la première partie, il l'a fait à Montréal, et la deuxième partie, il l'a fait au Havre. Autant vous dire que ces deux endroits, c'est pas connu pour leur chaîne de montagne. Donc, c'est pour ça qu'on a testé une alternative. Et ce que vous vous demandez, c'est est-ce que cette alternative a fonctionné? Ça, je vais être honnête, c'est très difficile de le savoir, surtout que là, c'est que sur un cas. C'est une solution qui est 100% basée sur l'empirisme et la logique. Je suis pas le premier à le tester, il y a d'autres entraîneurs qui l'ont déjà testé et qui ont monté des choses positives. Mais dans les faits, quand on n'a qu'un seul athlète, la seule chose qu'on peut analyser, c'est les sensations subjectives de Nico. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne s'est jamais senti autant capable de bien courir avec les jambes fatiguées. Mais d'un autre côté, il a aussi jamais eu aussi mal aux jambes le jour de la course. Pour finir, allez, on se termine avec un dernier petit truc, c'est la notion de standard qui a été utilisée tout au long de la préparation. Nico, lui, quand on s'en parle à la base, il a même pas encore couru son trail, il veut courir 2h30 sur marathon. Ok, 2h30, comment est-ce que je fais pour connaître les probabilités de réussite? Eh bien, pour chaque type de séance, que ce soit le sweet spot, le seuil 60, le seuil 30, j'ai en tout temps une idée du niveau de Nicolas en comparant le résultat de ces séances avec un standard attendu. Encore une fois, on en profite, on prend des exemples. La dernière séance de seuil 30 qu'a réalisé Nicolas, c'est un 7x1000. Ce 7x1000, il sert implicitement de séance test. Et en fonction de comment la séance s'est réalisée, et en considérant les 10 semaines de préparation qui restent évidemment, je peux projeter des probabilités sur quel chrono est envisageable et lesquels ne l'est pas. D'ailleurs, c'est marrant que je parle de cette séance parce que pour la petite anecdote, il fait sa séance, je check les résultats, et là, qu'est-ce que je vois? À chaque kilomètre, 3,13, 3,12,
3,10, 3,12, 3,9. Alors peut-être que ça vous parle pas, mais c'est un standard qui est largement meilleur qu'un 2h30 sur marathon. Et là, j'envoie un message à Nico, mot pour mot, je lui écris « Je suis une salope si tu fais pas 2h30 sur marathon avec une séance comme ça. » Là, faut m'imaginer, je suis dans mon bureau, je suis en mode je n'ai plus rien à faire en fait. Je peux le laisser en roue libre, il va faire 2h30, trop facile. Sauf qu'en fait, il m'apprend que son GPS ne fonctionne pas. Et que à chaque 1000, il faut rajouter 40 mètres, soit 7 secondes. Ce qui change tout. Parce que là, on n'est plus du tout sur le bon standard. Petit ascenseur émotionnel à ce moment-là de la préparation. Je vais pas vous mentir qu'il restait du boulot. Et là, même 2h33, c'était pas gagné. Voilà, vous savez tout sur la préparation de Nico Running Addict pour son marathon de Valence. Si ce genre de vidéo vous plaît, eh ben dites-le moi en commentaire. Et si c'est le cas, on verra s'il n'y a pas moyen de faire d'autres analyses de différentes préparations. Course à pied, triathlon. Ah, faut me dire. Moi, je dis ça, je dis rien. Dites-moi. Allez, entraînez-vous bien.